Et rebonjour à tous. On se retrouve pour la dernière. Ça doit être la 6e fois que je dis bonjour, mais on se retrouve pour la dernière conférence de la journée. Donc je sais qu'il y en a certains qui nous rejoignent spécialement pour celle-ci sur le craftsmanship avec Arthur. Arthur qui est là? Arthur de chez Promise. Comment vas-tu, Arthur? Salut Cédric, ça va très bien. Bon. Très chaud ce soir pour parler un petit peu de craft. C'est ça. Parfait, alors, c'est génial. Alors, dans la chatroom, je vais vous demander de vous calmer sur la ski art. Hein. Je sais que vous êtes fan de Sardoche et tout, il n'y a pas de problème avec ça. Mais bon, voilà, on est là aussi pour discuter un peu craftsmanship. Si vous avez des questions, je vous rappelle la règle, vous les posez à la fin du talk. Il y en a pour à peu près 45 minutes, 50 minutes. Et on se réserve 10 minutes à la fin pour prendre les questions et parler avec Arthur. Si jamais vous en posez au milieu, j'essaierai quand même de les noter pour pouvoir les reporter à la fin. Voilà, eh bien, écoute, sur ce, Arthur, je te propose de démarrer ta presse. Merci beaucoup Cédric. Là, c'est en train de se charger. C'est bon, on voit tes slides. Super. Mais merci déjà à tous d'être présents. Hein. L'idée aujourd'hui, ça va être de parler de software craftsmanship, mais avant de démarrer vraiment sur le sujet du craft, du mouvement et surtout de ce qui va se passer en 2021, on va voir quand même pourquoi est-ce que ce mouvement est apparu et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre métier de développeur, il faut prendre en considération plus de choses que simplement développer des fonctionnalités et ce qu'on pourrait dire pisser du code un petit peu grossièrement. Il faut se concentrer sur beaucoup plus de choses que ça. En fait, on n'est pas juste là pour produire du code, on est là pour produire de la valeur. Et la valeur, c'est pas uniquement des fonctionnalités, mais c'est également de la valeur technique dans le code, dans l'architecture, dans les tests, etc. Hop. Donc pour me présenter très rapidement, donc moi je suis Arthur Mann, je suis cofondateur et CTO d'une startup qui est basée à Bordeaux, qui s'appelle Promise. C'est une startup qui vient du laboratoire de recherche en informatique de Bordeaux, qui s'appelle le Labri. Et ça fait à peu près 6 ans maintenant qu'on travaille en R&D sur tout ce qui va tourner autour de ce qu'on appelle la qualité logicielle. Donc tout ce qui va être autour des bonnes pratiques de développement, des tests, de l'architecture, etc. Et on accompagne pas mal d'entreprises en fait dans les échanges justement entre les équipes de développement et entre les développeurs pour se partager des bonnes pratiques de développement dans le but évidemment de produire un code de bonne qualité qui n'a pas de bug et qui est très évolutif dans le temps. Voilà pour la petite intro sur moi. Alors pour démarrer, je voulais prendre un petit peu de recul sur notre métier de développeur. Là, je reprends un exemple, en fait, une métaphore qui a été citée par Arnaud Lemaire lors d'une conférence à Agi Pays Basque. Je la reprends parce que je pense qu'elle est vraiment pas mal pour démarrer un petit peu ce talk. L'idée, c'est de se recentrer un petit peu sur notre métier de développeur. À la base, si on regarde la discipline d'ingénierie un petit peu classique, on va avoir des ingénieurs qui vont produire de la documentation. En fait, la discipline d'ingénierie de base, le but, ça va être quoi? Ça va être de produire de la documentation. Cette documentation, elle va être donnée à des équipes en charge de la fabrication. Donc, ça va être des équipes différentes qui vont écrire la doc et qui vont créer quelque chose à partir de cette documentation. Et en fait, cette équipe qui va pouvoir fabriquer quelque chose, elle va fabriquer, par exemple, des ponts, des bâtiments, ce que vous voulez, dans tous les métiers hors informatique, ça va se passer comme ça. Et le but, en fait, c'est que les ingénieurs arrivent à créer de la documentation qui est assez fine, assez explicite, pour qu'on puisse les donner à n'importe quelle équipe en charge de la fabrication et qu'elle puisse fabriquer la même chose. Donc la documentation doit être super claire, évidemment super carrée. Si jamais on se plante au moment d'écrire de la doc, le pont risque de se casser la gueule si l'équipe en charge de la fabrication est en train de suivre vraiment cette doc. Donc la question qu'on peut se poser pour nous en tant que développeurs, c'est où est-ce qu'on se situe un petit peu? Est-ce qu'on est en charge de la fabrication ou est-ce qu'on est à gauche en fait sur la partie vraiment ingénieur? Vous avez certaines personnes qui vont se dire pour moi, les développeurs, on est des fabricants en fait. La documentation, c'est quoi? C'est des specs que vont nous redonner le client ou le PO, etc. Et nous, on va juste fabriquer un logiciel, fabriquer des fonctionnalités. En réalité, on est des ingénieurs. Donc nous, notre discipline, c'est quoi? C'est d'écrire de la documentation. Et en fait, la documentation, dans notre cas, qu'est-ce que c'est? C'est du code source. Donc si on voit en fait le code source qu'on génère comme de la documentation, qui va être donné à manger à un compilateur qui est en fait l'équipe en charge de la fabrication, qui elle va générer du coup le logiciel, on se rend bien compte que le code source qu'on écrit, on doit quand même y prêter une attention assez particulière.
Parce que si jamais on intègre des choses qui sont pas bonnes dans le code source, qu'on écrit un code source qui sera pas maintenable, ou sur lequel on va pas vraiment être sûr de ce qu'il fait, mais on a l'impression que ce qu'on vient d'écrire, ça va marcher. Quand on va le donner au compilateur et qu'on va générer l'application derrière, ben, c'est là, évidemment, on va avoir des bugs, c'est là où on va avoir plein de problèmes, etc. Donc, ce que j'aime bien, en fait, dans cette illustration, c'est que ça montre à quel point, en écrivant de la documentation, on doit faire attention à cette doc. Il faut qu'elle puisse être, en fait, donnée à n'importe quelle équipe de développeurs. Donc ça, c'est lorsqu'on a du turnover ou lorsqu'on va donner notre code source à d'autres personnes. Il faut que n'importe qui puisse être capable, justement, de comprendre ce code, de le maintenir et de le faire évoluer assez rapidement. Pour autant, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, ce qu'on voit, c'est que ce code source, il n'est pas forcément de très bonne qualité. Ça, c'est une étude qui a été faite justement par une entreprise qui s'appelle Cast, qui est une des plus grosses entreprises au monde, qui travaille sur le domaine justement de la qualité logicielle. Ils font des outils d'analyse de code. Ils travaillent surtout avec des grosses entreprises, donc c'est pas quelque chose qui va s'appliquer un petit peu à tous les domaines. Mais il faut imaginer que c'est un petit peu la même problématique qu'on a partout. Là, ils ont fait un rapport en fait en 2020 sur énormément d'applications, des applications qui grandissent, c'est ce qu'ils mettent ici à gauche, en moyenne 618 000 lignes de code, plus 13% en 2 ans. C'est une info assez importante parce que ça veut dire que aujourd'hui notre patrimoine logiciel en fait il fait que grossir, il grossit énormément et donc évidemment il faut faire attention à le faire grossir comme il faut et à écrire du code de bonne qualité. Et ils ont estimé en fait ce qu'ils appellent le coût de la dette technique à plus de 3,6 $ par ligne de code. Donc, vous imaginez en fait la somme que ça fait au total, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est une estimation vraiment qui est quand même assez basse de ce que ça va coûter à l'entreprise vraiment cette dette technique. Alors, si on parle de dette technique, en fait, c'est quelque chose qui englobe beaucoup de choses et des personnes vont avoir une définition un petit peu différente justement de ce que c'est que de la dette technique. Donc, pour essayer de préciser ce terme de dette technique, je vais reprendre une définition toujours pareille qu'a cité Arnaud Lemaire. Pour lui, ça va être vraiment prendre une accélération soudaine par la prise de raccourcis dans le design. Donc, l'idée en fait de la dette technique qu'on va appeler volontaire, c'est quoi? C'est de se dire, là, j'ai des fonctionnalités qui doivent sortir, par exemple un système de paiement dans mon application, mais j'ai pas envie de brancher Stripe ou des outils, etc., parce que ça va me mettre plus de temps en fait de créer vraiment ces fonctionnalités. Donc à la place de faire ça, je vais même pas coder, je vais juste mettre un lien vers un mail, etc. Et manuellement derrière, on va gérer les paiements, etc. Et on va le faire manuellement. On va pas utiliser une solution par exemple comme Stripe. Donc ça, c'est de la dette technique. Pourquoi? Parce que on a sorti des fonctionnalités plus rapidement qui sont pas réellement en fait des fonctionnalités dans l'état final, mais qui vont faire à peu près le même job. Donc là, j'ai pris l'exemple de Stripe, mais vous imaginez ça sur plein de choses. Par exemple, utiliser des fiches Excel pour faire un petit peu des serveurs avec Google Sheet, etc. Ça va vous permettre de faire des preuves de concept plus rapidement. Ça va vous permettre de sortir des fonctionnalités plus rapidement. Cependant, en fait, vous allez sortir ces fonctionnalités plus rapidement, mais derrière, vous allez avoir un remboursement qui va arriver. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, il va falloir quand même la coder, cette fonctionnalité avec Stripe, et la coder bien. Donc pendant un moment, il faut accepter que vous allez plus avoir de nouvelles fonctionnalités qui sortent, mais vous allez faire que rembourser cette dette technique. Donc ça, c'est vraiment la définition réelle pour moi de la vraie dette technique, c'est-à-dire on prend une dette et on va la rembourser plus tard, et plus on attend pour la rembourser, plus ça va nous coûter cher. Malheureusement, aujourd'hui, la dette technique, c'est plutôt ça pour la plupart des entreprises en France et puis dans le monde. C'est on développe un logiciel, un produit, et en fait, plus on développe de trucs, plus il y a de fonctionnalités qui rentrent dans ce logiciel, et moins on arrive à sortir de fonctionnalités parce que aujourd'hui, il nous faut 2 mois pour sortir une fonctionnalité, alors qu'au démarrage, il nous fallait 2 semaines, même pas. Pourquoi? Parce que le logiciel est devenu très, très gros, on comprend plutôt ce qui se passe à l'intérieur, etc. Donc ça, en fait, ça résulte plutôt de ce qu'on va appeler une dette technique involontaire, c'est-à-dire qu'on a rajouté beaucoup de complexité dans le code, sans vraiment y faire attention à la structuration, à tout ce qui est clean code, test, etc. Et au bout d'un moment, on se retrouve bloqué, et en fait, on peut plus sortir de fonctionnalités, on a de plus en plus de bugs qui arrivent, etc. En fait, cette dette technique, elle va avoir des impacts assez énormes pour les entreprises. Premièrement, là, si on reprend une étude pareil qui a été faite par Stripe en 2018, donc elle est quand même assez récente, ils ont interviewé des milliers de développeurs dans le monde et ils ont trouvé que les développeurs, en moyenne, perdaient plus de 40% de leur temps à cause justement du code de mauvaise qualité.
Donc en gros, en résumé sur ce graphe-là, ça explique que les développeurs, le temps de comprendre ce qu'ils doivent faire dans le code, parce que le code est complexe, etc., ou alors ils touchent à un truc et puis il y a plein d'impacts un peu partout qu'ils n'avaient pas pu anticiper tellement c'était incompréhensible. En fait, en moyenne, les développeurs estiment, c'est vraiment une estimation qu'on fait les développeurs, que ça leur coûtait plus de 40% de leur temps. Donc vous imaginez sur une équipe de 200 ou 300 développeurs, vous prenez 40% de leur temps et vous vous dites, bah, ça va être du temps perdu en fait à cause de ce code de mauvaise qualité. Donc le but évidemment, c'est de réduire ça. Si on prend un exemple un peu plus classique, là il y a Ad dans Malcolm qui rentre et qui essaye d'allumer la lumière chez lui. Il y a un bug, l'ampoule est grillée, il essaye d'en chercher une autre mais le placard est cassé. Il va chercher un tournevis, il se rend compte qu'il y a le tiroir qui grince. Il va dans le garage pour chercher de l'huile, il y en a plus dans la bouteille. Il prend alors sa voiture pour aller chercher de l'huile, mais il entend un bruit bizarre dans le moteur. Loïs arrive et lui dit, bah, je croyais que tu étais en train de réparer l'ampoule. Et Ad lui répond, bah, qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Bon, je suis allé un peu vite, mais l'idée, c'est vraiment que cette métaphore-là, on la retrouve souvent en tant que développeur quand on travaille sur une application, qu'on nous remonte un bug. Et en fait, en essayant de fixer le bug, on se rend compte qu'il y a plein d'impacts partout, qu'il y a plein de trucs qui n'étaient pas super bien faits dans le code, et en fait, on est obligé de repasser dessus, etc. Donc c'est un peu la pelote de laine qu'on tire et qu'on n'arrête pas et qu'on galère justement à effiler jusqu'au bout. Donc ça va être vraiment notre réalité en tant que développeur, cette perte de temps en fait à cause de ce code de mauvaise qualité. Mais également, donc en plus de la lenteur, on va avoir toute une notion de découragement. Les développeurs, quand ils arrivent sur un projet et qu'ils ont l'impression que personne fait vraiment attention en fait à la qualité du code, et que dès qu'on doit faire une modification, ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps, ça va avoir tendance à nous décourager beaucoup. On va perdre en créativité et on va avoir un effet qu'on va appeler l'érosion des compétences. Donc en gros, on va devenir un petit peu le développeur bidouille ou le développeur if, comme vous voulez, où en fait, on va passer notre temps à mettre des petits fixes avec des petits if à droite à gauche quand on va rajouter des fonctionnalités et on va essayer de toucher le moins possible le code existant. On va juste rajouter des petits morceaux en essayant de ne pas tout casser. C'est vraiment un château de cartes. Et ça, typiquement, c'est l'effet de la dette technique et c'est évidemment ce qu'on va pas chercher à avoir dans les entreprises. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que cette dette technique, elle apparaît et pourquoi est-ce qu'elle arrive? En premier, on va se dire, c'est qu'on va trop vite. Donc, vous le voyez énormément en start-up, mais également dans les grandes boîtes. On essaye d'aller très vite, on se dit, tiens, les 6 premiers mois, ça se passe bien, on sort beaucoup de fonctionnalités, mais en fait, on prend pas notre temps à faire du refactoring, à restructurer le code, etc. Et au bout d'un moment, quand on va devoir sortir vraiment beaucoup de fonctionnalités d'un coup, qu'on va devoir retoucher aux fonctionnalités existantes, en fait, toute la dette qu'on va avoir accumulée va nous freiner, va nous bloquer, et à ce moment-là, on va être perdu. Et c'est à ce moment-là que vous voyez des startups, des fois, qui sont obligées de couler complètement parce qu'elles avaient un super produit au démarrage, mais elles n'ont pas pu évoluer dans le temps parce que le produit ne pouvait plus évoluer. C'était une espèce de matière informe, en fait, qui a fait que grossir et qui, au bout d'un moment, en fait, ne peut plus évoluer. Et quand vous avez des concurrents qui arrivent et qui, eux, ont fait attention justement à leur dette technique, ils vont d'un seul coup sortir beaucoup plus de fonctionnalités que vous. Et vous avez comme ça des boîtes qui se cassent la gueule, ça arrive assez régulièrement. Il y a un autre problème aussi dans les entreprises, alors on pourrait faire 1 heure de talk juste là-dessus, c'est les estimations qu'on va avoir souvent dans les équipes, où on nous demande, à nous développeurs, d'estimer des tâches. On va nous dire combien de temps ça prend à ton avis de faire ça, de rajouter ça, etc. En fait, on se rend compte de la charge de travail d'une tâche lorsqu'on est en train d'effectuer cette tâche. C'est très dur d'anticiper en tant que développeur, évidemment, tous les impacts qu'on va avoir dans le code, etc. Donc, en se basant vraiment sur des estimations, quand on va démarrer un sprint, on va arriver au démarrage en général à faire quelque chose de bien. Et quand on va arriver vers le milieu ou la fin du sprint, on va se rendre compte qu'en fait, on avait peut-être sous-estimé des choses. Et si on essaye vraiment d'atteindre nos objectifs et de réussir les tâches qu'on avait fait rentrer dans le sprint, on a tendance à aller un peu trop vite, on va dire, sur la fin. Et c'est à ce moment-là qu'on ajoute de la dette technique. Donc, évidemment, quand on est concentré, quand on fait ça bien, il n'y a pas vraiment de souci. Par contre, dès qu'on a un petit peu de pression, on a tendance à se relâcher un petit peu et à pas faire attention de la manière dont on fait les choses. Donc, il y a un mouvement aussi qui est apparu sur ça. C'est vraiment vous pouvez regarder #NoEstimate. Il y a différentes conférences sur le sujet qui sont assez intéressantes et qui disent justement pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter les estimations et se baser sur d'autres méthodes en fait de calcul qui sont plus des prédictions. Bon, je vais pas m'attarder un petit peu sur ce sujet, mais c'est une des raisons pour laquelle de la dette technique arrive un peu trop rapidement, on va dire, dans les projets. Une autre raison, et c'est un petit peu sur quoi on va faire le focus, c'est que aujourd'hui les technologies elles évoluent super rapidement
Vous le voyez dans la communauté JavaScript avec tous les frameworks qui sortent, mais dans tous les langages, c'est un petit peu pareil. Et vos pratiques également en tant que développeur évoluent. Du moment où vous êtes arrivé en école jusqu'à maintenant, et en entreprise, c'est pareil. Hein. Si vous regardez le code que vous avez écrit il y a 1 an ou il y a 2 ans, vous allez peut-être vous dire, est-ce que c'est vraiment moi qui ai écrit ça? Parce que c'était forcément bizarre, c'était pas la bonne manière de faire, etc. Et en fait, si vous vous rendez compte que déjà vous-même, sur votre propre code, avec 1 an de recul, vous voyez qu'il y a une évolution énorme dans vos pratiques, vous imaginez bien que quand vous multipliez ça par 200 développeurs dans une équipe avec des niveaux différents, etc., vous allez arriver sur un code qui va être très hétérogène, avec des espèces de strates, en fait, où dès que vous regardez du code qui a plus de 6 mois, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on a écrit à ce moment-là, etc. Donc l'évolution très rapide des technos, en fait, va avoir vraiment un impact aussi sur cette techno. Une autre chose qui est, on va dire, plus naturelle, c'est ce qu'on va appeler l'entropie logicielle. Donc l'entropie, c'est la tendance naturelle d'un système à se désordonner. Donc ça marche pas que dans l'informatique, mais ça marche pour plein d'autres systèmes. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que la complexité qu'on va rajouter dans le logiciel, on va rajouter de la complexité, évidemment, quand on va rajouter des fonctionnalités à un métier. Tout ça, ça va accélérer l'entropie. Et donc, ça va désordonner un petit peu de logiciel. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour ralentir cette entropie? Ce qui marche bien, c'est le refactoring. Justement, en fait, si on fait beaucoup de refactoring régulièrement, on va avoir tendance à restructurer notre logiciel, à le redécouper en microservices, ou que ce soit des microservices ou autre chose, on va réussir à le restructurer de manière à ce que cette entropie ne grandisse pas trop vite et ne grandisse pas de manière exponentielle. Donc c'est vraiment ce qui va nous permettre justement de structurer un petit peu l'évolution de ce logiciel. À côté de ça, il y a une autre problématique qui arrive régulièrement, qui est vraiment la problématique du partage d'informations et de connaissances entre différents métiers dans les équipes. Là, je vais parler en fait des développeurs qui vont être au milieu. Et à gauche, ça va être la demande métier. Donc là, ça va être des décideurs en fait en entreprise, les personnes qui sont pas forcément développeurs à la base, qui sont pas du métier, mais c'est eux qui gèrent un petit peu les cordons de la bourse. Donc c'est eux qui ont les budgets, c'est eux qui gèrent un petit peu tout. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont envoyer des demandes de fonctionnalités en disant tiens, j'ai besoin de telle fonctionnalité, j'ai besoin de tel truc, etc. Ils vont envoyer cette demande à l'équipe de développement. Donc là, ça va être un petit peu la boîte noire pour eux. Ils voient pas vraiment ce qui se passe dans cette équipe de développement. Pour eux, c'est un peu de la magie. Donc, j'injecte de l'argent dans l'équipe. Donc, en gros, j'injecte du temps en fait de développement dans l'équipe. Et en sortie, j'ai mon application, j'ai des fonctionnalités, etc. Donc, je sais pas vraiment ce qui se passe au milieu, mais en tout cas, au début, je suis content. J'ai mes fonctionnalités, j'ai tout ce qu'il veut. Par contre, petit à petit, je vois que j'ai de plus en plus de bugs. À chaque fois que j'ai une livraison, en fait, j'ai des bugs un peu partout. Je comprends pas trop pourquoi. Et des fonctionnalités, comme je disais, qui mettaient 1 semaine à sortir avant, aujourd'hui elles mettent 2 semaines, puis des fois elles mettent 1 mois, etc. Et je comprends pas pourquoi ce temps en fait augmente, et je comprends pas pourquoi j'ai de plus en plus de bugs. Donc ce que je peux faire d'un point de vue extérieur, c'est que je vais mettre des indicateurs sur ce code. Donc là, je me concentre sur le code source, et je peux avoir un truc un peu comme le Nutri-Score que vous avez sur les aliments. Je vais essayer de trouver des indicateurs qui vont me dire est-ce que le code il est de bonne qualité ou pas. C'est un peu la première manière de faire aujourd'hui dans les entreprises. Donc, de faire un focus sur cette note et sur ce score. Sur quoi on va s'appuyer, en fait, pour faire ça? On va s'appuyer en premier sur ce qu'on va appeler des code smells. Donc, les code smells, c'est des endroits dans le code où ça sent pas bon, où ça pue. Des code smells, il en existe plein. Il y en a plein qui sont listés dans le livre, notamment Clean Code là, de Robert C. Martin. La taille des fichiers, des méthodes, si vous avez des méthodes qui sont immenses, ça veut pas dire qu'il y a un bug dans cette méthode, mais ça veut dire que vous avez plus de chances qu'il y ait un bug ici que dans la méthode qui fait 3 lignes que vous comprenez complètement. Donc la complexité de méthode, l'imbrication, la duplication de code, les mauvais nommages, etc. Vous avez un petit peu tout ça qui vont représenter des code smells. Les code smells, ils ont un impact assez fort pour nous en tant que développeurs. Quand vous arrivez sur un code comme celui-là, là vous en avez plein, vous avez des magic numbers un peu partout avec les 50, 11, etc. Vous avez des conditions avec des if qui sont imbriquées à plein de niveaux, vous savez pas trop pourquoi. Vous avez des chaînes de caractères en dur au milieu. Il y a des boucles forts avec des trucs. Enfin, c'est une horreur. Et évidemment, il y a peut-être pas forcément de bug dans ce code-là. Par contre, vous savez que vous n'avez pas envie de bosser dedans. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise tiens, il y a une modification à faire, tel truc à changer. Parce que là, vous êtes quasiment sûr qu'en faisant des changements dans ce morceau de code-là, vous allez introduire des bugs. Et du coup, vous allez passer plus de temps à le comprendre, etc.
Donc là, vous comprenez un petit peu l'impact qu'ils vont avoir ces code semaines dans le projet. L'avantage, en fait, avec certains de ces code semaines, c'est qu'ils peuvent être identifiés automatiquement par des outils qui s'appellent des linters. Donc le plus connu, ça va être SonarCube, par exemple. Vous avez ESLint, vous en avez pour tous les langages. Et ils vont automatiquement identifier certains trucs. Par exemple, ici, il y a une boucle for avec un if, un if, un if à l'intérieur. Attention, il y a plus de 3 if imbriqués. Donc là, ça va mettre un warning en disant, oula, il y a trop de niveaux d'imbrication, il y a un problème. Donc ces outils vont être capables d'identifier des choses comme ça, ce qui est pas mal. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les quantifier et ils vont nous sortir une note. Donc comme le Nutri-Score, ils vont nous dire, j'ai identifié 53 ici vulnérabilités sur l'aspect sécurité, 21 bugs, etc. Sur la maintenabilité, il y a 111 jours de dette technique, etc. Donc en fait, ils vont être capables de calculer un petit peu ce qu'ils vont appeler un score de dette technique sur un projet. Donc on va prendre l'entièreté du projet et on va calculer un score de dette technique là-dessus. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est super, ces outils-là, ils vont nous sauver la vie et si on passe tout en A, on est bon, quoi. On est tranquille, on n'aura pas de bugs et on va se démerder comme il faut. En fait, c'est pas du tout la réalité. Pourquoi ? Parce que ça, c'est des indicateurs. C'est des indicateurs qui représentent pas en fait la vraie qualité du projet. Et il y a une fameuse loi qui est la loi de Goodhart, qui date des années 70, si je dis pas de bêtises, qui à la base était plutôt sur une partie financière que sur du logiciel, mais elle s'applique très bien dans notre domaine. Elle explique que lorsqu'une mesure devient un objectif, ça cesse d'être une bonne mesure. Pourquoi ? Parce que tous les efforts de l'équipe, en fait, ils vont aller dans l'atteinte de cet indicateur. Et ces indicateurs, en fait, de Sonar, très facilement, vous pouvez les truander. Vous pouvez mettre des suppress warnings, vous pouvez découper une méthode très facilement, mais un peu n'importe comment. Et en fait, vous allez améliorer ces indicateurs, mais vous n'allez pas vraiment améliorer la qualité de votre code. Donc, ça sert à rien, en fait, d'améliorer ces indicateurs-là. Donc, vraiment, il faut faire très attention avec ces indicateurs. Ça dit pas si le code est de bonne qualité ou pas. Il y a beaucoup de faux positifs, il y a beaucoup de configurations qui sont incorrectes dans les entreprises. Vous avez plein de règles qui sont configurées, mais qui ne devraient pas être configurées comme ça, parce que vous vous êtes jamais mis d'accord pour faire comme ça, etc. C'est assez peu utilisé par les développeurs, d'ailleurs, ces outils-là. Et ça donne un état global de la santé du code, mais on s'en fiche de savoir si le code d'il y a 4 ans, il est de bonne qualité ou pas. Ce qu'on veut, c'est savoir si le code qu'on produit aujourd'hui, il est de bonne qualité. Donc, mieux que travailler sur le code directement et sur ces indicateurs qu'on va voir sur le code, ce qu'il faudrait, en fait, c'est faire de focus vraiment sur l'équipe de développement. Donc, vraiment sur les développeurs. Et c'est là où intervient, justement, le software craftsmanship. Donc là, je suis à la moitié de la présentation, slide 22. Et c'est là où on démarre vraiment à parler, justement, de ce côté craft. Mais il fallait quand même cette intro un petit peu au démarrage pour resituer un petit peu la problématique qu'on a aujourd'hui dans les entreprises, c'est que on n'est surtout pas là pour produire du code. On est là pour produire des choses de qualité, pour maintenir des systèmes complexes. Les maintenir ces systèmes complexes, c'est pas juste rajouter des fonctionnalités, c'est rajouter du code qui soit propre, et rajouter quelque chose qui soit bien architecturé, qui soit performant, etc. Donc pour refaire un petit peu d'historique du mouvement software craftsmanship, c'est un truc qui est assez vieux. On commence déjà en 92 à en discuter. C'est Jack W. Reeves dans son essai qui s'appelle What is Software Design, un essai qui est très court et très intéressant, où il prend un peu de recul justement sur notre métier de développeur. Il vient justement essayer de faire cette métaphore sur le côté est-ce qu'on est des ingénieurs classiques avec des gros process, etc. ou est-ce que en fait notre discipline serait pas un petit peu différente. En 99, le livre Pragmatic Programmer est sorti, donc de Andrew Hunt et David Thomas. Et vous voyez déjà, il y a cette métaphore en fait de l'artisanat, parce que bon, software craftsmanship, pour ceux qui parlent pas du tout anglais, ça veut dire l'artisanat logiciel. Donc l'idée, c'est de comparer notre discipline à une discipline qui s'apparente plus à de l'artisanat qu'à une discipline d'ingénierie classique. Donc là, en fait, dans le livre Pragmatic Programmer, il y a beaucoup de métaphores justement sur notre métier de développeur. On va parler de notre satisfaction au travail, vraiment de ce côté recherche d'excellence technique, compagnonnage, etc. Donc il y a plein de notions très intéressantes en fait pour notre métier qui vont apparaître là-dedans. Dans le livre ensuite Software Craftsmanship de Pete McBreen, on continue justement de parler de notre carrière de développeur, de pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on fasse les choses bien, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver à peu près dans ces années, 99-2001. Juste avant de présenter un petit peu quand même le manifeste pour de Software Craftsmanship, l'idée c'est de représenter les différentes valeurs qui vont être portées par ce mouvement. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est des développeurs, mais quand on sort d'école, en fait, on va passer toute notre vie à s'améliorer. Et c'est quand on va sortir de l'école, quand on va arriver sur des projets réels, quand on va s'entraîner chez nous justement à travailler sur différents projets, qu'on va pouvoir s'améliorer. Et en fait,
quand vous sortez d'école, en 2 ans, vous allez peut-être avoir appris encore plus que ce que vous avez pu apprendre pendant 5 ans à l'école, parce que vous allez voir plein de nouvelles pratiques, plein de nouveaux langages, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une optique d'amélioration continue tout au long de notre vie de développeur. Il ne faut surtout pas se reposer sur ce que vous avez appris en école, évidemment, sinon au bout de 3 ans, vous allez être obsolète et vous allez pouvoir travailler sur aucun projet, évidemment. On va valoriser notre savoir-faire, se dire, ce qu'on va produire, on va le produire bien. On va pas juste faire des fonctionnalités comme pourrait le faire n'importe qui, on va les faire bien. Donc on va créer des fonctionnalités qui soient vraiment maintenables dans le temps et évolutives. Dans le livre justement de Sandro Mancuso qui est sorti il y a quelques années, il parle justement de l'importance de faire de la veille technologique, de la veille sur pas mal de choses, donc notamment des conférences comme on le fait aujourd'hui, des meet-up, pas mal de choses sur les réseaux sociaux, des livres, etc. Donc c'est important vraiment de se renseigner et de continuer d'évoluer en regardant un petit peu ce qui se fait dans le monde autour de notre discipline. Alors petit disclaimer, craft ou pas craft, le craftsmanship c'est surtout pas une certification. Si vous voyez quelqu'un qui peut certifier que quelqu'un est craft ou donner une certification software craftsmanship, c'est forcément une connerie parce que c'est un état d'esprit le craft. Donc on va pas certifier que quelqu'un est craft ou pas craft. Donc c'est pas un modèle de maturité comme CMMI ou quoi que ce soit. C'est pareil, c'est pas quelque chose qui peut être vraiment quantifié. Et surtout, ça divise pas le monde des développeurs en deux. C'est pas une secte avec des gourous, etc. Donc il n'y a pas des développeurs craft et des développeurs pas craft. Tout le monde en fait intègre un petit peu cet état d'esprit. Par contre, ce que va permettre ce mouvement software craftsmanship, ça va être de mettre en avant des valeurs qui sont super importantes pour notre métier. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent beaucoup de métaphores en fait. C'est qu'on va essayer de mettre en avant des choses, des valeurs qui sont pas forcément des choses qu'on verrait à première vue quand on regarde juste du code. Mais l'intérêt de ce mouvement, c'est vraiment de remettre l'accent sur ces valeurs-là. Donc c'est vraiment une culture et des valeurs. Comment ça a apparu en fait vraiment le manifeste pour le software craftsmanship qu'on va voir juste après? Si on prend un petit peu de recul, en 2001, je ne sais pas si vous connaissez ce manifeste, mais voilà, il y a ce truc-là qui est quand même très connu, qui est le manifeste agile, donc qui a été signé en 2001 par 17 signataires qui sont Ken Beck, etc., Robert C. Martin, plein de rockstars un petit peu de l'informatique, des chercheurs qui en 2001 du coup se sont réunis et se sont dit tiens, ce serait bien de mettre en avant justement certaines valeurs dans notre métier parce qu'elles sont super importantes. Donc il y avait des cycles en cascade, etc. Il y avait tout plein de manières de faire du logiciel. Ils se sont dit en fait, ce qui est important, c'est pas de mettre du temps à sortir un prototype, etc. C'est d'avoir une boucle de feedback rapide. Donc, en fait, au lieu d'avoir justement de suivi d'un plan directement comme ça pouvait être le cas dans les années 90, etc., on va essayer de s'adapter au changement, de regarder ce qui se passe justement au niveau des utilisateurs, etc. Donc, collaboration avec les clients plutôt que de la négociation contractuelle, des logiciels opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive, et des individus et des interactions plutôt que des processus et des outils. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre la boucle de feedback la plus courte possible, de pousser les interactions entre développeurs, etc. Le problème, en fait, de ce manifeste, c'est que si vous le lisez comme ça, il n'y a aucune définition vraiment technique. Il n'y a aucune notion très technique là-dedans. Tout ce qui est technique, c'est sous-entendu parce que les 17 personnes qui ont signé ce manifeste, c'est des très bons développeurs à la base. Et donc, évidemment, c'est l'adaptation au changement, mais on va pas juste s'adapter au changement régulièrement en rajoutant de la merde dans le code. Le but, c'est vraiment de produire quelque chose de qualité, qui soit bien testé, etc. Donc, en fait, il y a eu un petit peu un échec, entre guillemets, de la part de certaines personnes qui ont dit justement des années en suivant que le mouvement agile était très bien, mais qu'il avait été un peu mal perçu par certaines personnes, justement en le voyant que comme de la gestion de projet un petit peu classique. Donc, ils ont voulu en fait rajouter en 2008 une nouvelle valeur dans ce manifeste qui était craftsmanship over execution, donc de l'artisanat plutôt que juste de l'exécution classique. Ça n'a pas été rajouté dans le manifeste agile. Par contre, en 2009, du coup, un nouveau manifeste a été créé. Il s'est appuyé sur les 4 valeurs du manifeste agile, pas seulement les logiciels opérationnels, etc. Mais ils ont rajouté des valeurs par-dessus qui, pour eux, vraiment sont essentielles dans notre métier de développeur. Donc, pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels qui soient bien conçus, évidemment. Pas seulement l'adaptation au changement, mais l'ajout constant de valeurs. Donc ça, c'est un point aussi super important. Pas seulement des individus, mais carrément construire une communauté de professionnels pour échanger justement sur nos pratiques et pour s'améliorer. Et pas seulement en collaboration avec des clients, mais des partenariats productifs. Donc là, on va rajouter des valeurs d'échange un peu plus techniques.
qui vont nous permettre justement de mettre en avant des choses essentielles pour nous. Et ce qui est important surtout, c'est cette phrase au début. En tant qu'aspirant artisan du logiciel, nous relevons le niveau du développement professionnel de logiciel par la pratique et en aidant les autres à acquérir le savoir-faire. Donc vraiment, aider les autres à acquérir le savoir-faire, c'est quand même un des points les plus essentiels, je pense, pour moi là-dedans. C'est le côté partage de connaissances. Vous pouvez pas être expert aujourd'hui sur tous les sujets dans le logiciel, sur l'aspect sécurité, performance, DevOps, gestion de projet, front, back, etc. C'est impossible. Il y a vraiment trop de choses à voir. Par contre, vous allez avoir dans les différentes équipes des personnes qui ont des spécialités, des personnes qui ont vraiment une appétence particulière sur un domaine. Et le but, ça va être que ces personnes-là puissent partager avec nous justement de différentes connaissances. Donc c'est vraiment ça que va pousser ce mouvement. En fait, c'est le côté partage de connaissances entre les développeurs. Si on reprend un petit peu les différentes valeurs, on va avoir tout ce qui correspond à la communauté de professionnels depuis un peu plus de 10 ans, qui a quand même bien évolué. Il y a différents groupes qui se sont créés, les Java User Group, Software Crafters, le groupe Okiwi sur Bordeaux qui regroupe quand même beaucoup de développeurs. Donc ça se transforme en fait dans des groupes Slack sur lesquels vous pouvez rentrer en tant que développeur et échanger du coup sur des problématiques d'architecture, de clean code, de test, ce que vous voulez. Donc il y a beaucoup de communautés aujourd'hui de développeurs qui existent et qui donnent des conférences, etc., qui vous permettent justement d'échanger sur des problématiques et d'avoir du feedback de pas mal de développeurs là-dessus. Donc super intéressant en tant que développeur. Si vous voulez rentrer dans ces communautés, c'est quasiment toujours gratuit. Pour moi, c'est toujours gratuit. Et c'est super important si vous avez des questions là-dessus, justement, pour échanger avec d'autres développeurs. Donc n'hésitez pas surtout à rentrer dans ces communautés. Vous avez pas mal de meet-up, de groupes de meet-up qui se créent et qui permettent justement d'échanger sur différents sujets. Tout ce qui est BBL, des Brown Back Lunch, c'est quelqu'un en fait d'une entreprise qui rentre dans une autre entreprise entre midi et 2 et qui vient faire une petite conf. Donc aujourd'hui, surtout en visio avec la crise actuelle, mais en fait, vous pouvez normalement lui offrir un sandwich et quelqu'un va venir pour vous parler de DevOps, de Kubernetes, de plein de sujets, etc. Donc toujours pareil, le but c'est de faire de l'échange entre développeurs, des coding dojo, des conférences, BDX.io, Agitour, Devox, DevFest, etc. Donc tout ça c'est vraiment super bien pour continuer d'apprendre pas mal de choses. Partenariat productif, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais l'idée vraiment c'est d'aller plus loin que de développer des fonctionnalités, c'est de collaborer avec le client pour lui dire attends, là faut qu'on ralentisse un petit peu le rythme des releases parce que on a du refactoring à faire, donc il faut être capable de communiquer avec le client pour lui expliquer vraiment quel est l'état de son logiciel et pour lui remettre en avant un petit peu que c'est important de tester des choses. C'est vraiment important de pouvoir lui partager cette connaissance en fait technique sur son logiciel, parce que son logiciel c'est un petit peu son bébé, donc c'est ce qui va lui créer sa valeur. Donc c'est important en tant que développeur de pouvoir remonter cette information, collaborer avec les clients, avec les managers également, etc. Logiciel bien conçu, évidemment le but c'est de pas arriver dans l'image de gauche, c'est d'être plutôt sur l'image de droite, c'est d'avoir un logiciel qui fonctionne. Peut-être que ce qui est à gauche avec tous ces câbles là ça fonctionne, mais si vous voulez faire des modifications là-dedans, rajouter des choses ou quoi que ce soit, vous allez être sacrément dans la merde. Alors que si vous avez quelque chose qui ressemble plus à l'image de droite, ça va être beaucoup plus simple. Avec des câbles, ça se voit parce que c'est un truc qui est physique, c'est hardware, donc il n'y a aucun souci. Dans le code, c'est vraiment la même chose. Il faut se dire que c'est la même chose. Il y a du code qui va être bien fait, il y a du code qui va être mal fait, mal structuré, etc. Et il n'y a que nous, en tant que développeurs, qui pouvons voir justement si l'application est bien faite ou mal faite. Donc l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur les développeurs et d'appliquer pas mal de pratiques de développement. Donc, comme je l'ai dit, le but, ça va pas être juste de pisser du code, ça va être d'appliquer plein de pratiques qui aujourd'hui, en fait, sont de plus en plus appliquées dans les différentes entreprises. Et vous avez rarement quand même des équipes qui prêtent pas attention à toutes ces pratiques et qui disent juste, non, en fait, nous, on est en mode à l'arrache et puis on va vite et on développe des trucs et on voit si ça marche ou pas, quoi. En fait, non, on va y avoir du Scrum, il va y avoir du BDD, du TDD, du DDD, etc., tout ça. On va pouvoir les ranger, en fait, ces pratiques dans différents domaines. Il y a eu un talk, justement, avant sur la partie agilité. Mais voilà, sur la partie gestion de projet, il y a des équipes qui vont être organisées en Scrum, d'autres en Kanban, d'autres dans différents modèles, etc. Sur le développement, il y a tout ce qui est en DD, là, qui va arriver, de BDD, TDD, DDD, ATDD, etc. Donc, plein de nouvelles manières de développer, justement, qui vont nous permettre d'avoir des produits qui soient maintenables et qui soient vraiment évolutifs. Plein de pratiques sur la montée en compétences avec des code review, le coding dojo, etc.
Et l'idée, en fait, c'est vraiment de rentrer dans des équipes, de comprendre l'intérêt de ces différentes pratiques et de les appliquer au bon moment. Donc, d'appliquer. Vous n'avez pas à faire du DDD ou des microservices parce que vous trouvez ça cool. Les microservices, faut faire vraiment attention à ça, parce que sinon, ça se transforme souvent en microservices, comme le disait Aurélien Lajoie de Mano Mano ce matin. Hein. Il y a plein d'entreprises qui se disent, on va essayer de faire des microservices, et en fait, tout est tellement couplé que c'est un seul monolithe qui est découpé sur plusieurs microservices. C'est ce qui ne sert strictement à rien. Des fois, il faut rester sur un monolithe. Donc, il faut vraiment appliquer ces pratiques au bon moment. Et si on se concentre vraiment sur cette problématique du craft et de la montée en compétences, il y a une étude qui a été faite, qui a été réalisée par Smart Beer ici en 2019, donc c'est aussi quelque chose d'assez récent. Et en fait, ils ont demandé aux développeurs, qu'est-ce qui, pour vous, permettrait d'améliorer la qualité du code dans votre entreprise. Donc ça, toujours pareil, c'est une étude qu'ils ont fait sur des milliers de développeurs dans différentes tailles d'entreprises, hein, des startups, des PME, des ESN, des grands comptes, des banques, des assurances, enfin, tout plein de trucs. Et ce qui est super intéressant, c'est que les développeurs, ils disent justement que pour eux, c'est des revues de code à plus de 25%, hein, qui permettent d'améliorer le mieux la qualité du code. Donc ça veut dire que c'est vraiment ce partage de connaissances hein, qui va être crucial. Et vous voyez d'ailleurs par rapport à 2018, ce qu'on voit, c'est que c'est en augmentation. À côté de ça, ce que je disais tout à l'heure sur SonarCube, etc., et le côté analyse statique de code, vous voyez ici, ça arrive à 2,5% dans les choses les plus importantes pour améliorer la qualité du code. Donc ça, on verra un petit peu après, mais aujourd'hui, plus ça va et plus côté analyse statique du code, etc., des gens se rendent compte que c'est pas ça qui va vous permettre vraiment d'améliorer la qualité de ce que vous produisez. Par contre, le partage de connaissances, c'est super important. Donc l'idée, hein, ça va être de pouvoir aider les autres à acquérir le savoir-faire. Donc c'est la phrase hein, qui vient du manifeste. Et ça passe en premier par les revues de code, d'après ce que disaient personnes. Donc toujours pareil, il y a une question qui a été posée qui était est-ce que vous apprenez souvent des autres développeurs lorsque vous participez à des revues de code? Donc ça pourrait être intéressant, même en école, hein, de voir justement si vous apprenez des choses en regardant un petit peu le code des autres, en discutant avec eux. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que 4/5 des personnes sont d'accord. Ils apprennent des choses justement des autres. Donc c'est vraiment assez global. Hein. Tout le monde est d'accord sur ça. On apprend des autres. Par contre, il y a quand même un feedback très mitigé sur les process de revue de code. Aujourd'hui, seulement 45% ici dans l'étude, hein, des gens ont dit qu'ils étaient satisfaits de leur process de revue de code. Donc ça veut dire que on est conscient que c'est super intéressant de faire ça, mais on n'a peut-être pas encore trouvé le bon format. En fait, le format est peut-être cool, mais peut-être que ça prend trop de temps, etc. Et d'ailleurs, nous, on a un feedback un petit peu, parce qu'on a travaillé avec pas mal d'équipes, donc on a pu leur poser des questions hein, sur qu'est-ce que vous pensez des revues de code. Et souvent, les gens nous disent, ça va uniquement dans un sens, donc c'est surtout les seniors qui font des revues aux juniors, donc c'est pas très sympa. Quand on est junior ou stagiaire ou alternant, on n'a pas vraiment notre mot à dire sur les pratiques de l'équipe et c'est dommage parce qu'on pourrait avoir plein de trucs à apporter. Il n'y a pas vraiment de notion de seniorité en fait hein, dans le développement. On peut avoir des gens qui sortent juste d'école et qui ont plus de trucs à apporter sur du React par exemple que des personnes qui sont là depuis 20 ans mais qui n'en ont jamais fait de React. Donc vraiment le pouvoir, il vient pas de l'expérience, il vient de la connaissance. Il vient vraiment de toute la connaissance qu'on va pouvoir avoir acquis là-dessus. C'est pas la hiérarchie, on va dire, de l'entreprise normalement qui va définir est-ce qu'on devrait choisir des pratiques ou pas. Souvent, on répète les mêmes choses en revue de code. On a tendance à répéter toujours un petit peu les mêmes choses, évidemment, quand vous voyez 4 personnes différentes sur 4 revues de code différentes. On peut avoir trop de commentaires dans les revues, trop de code à relire, donc on va pas le faire bien, donc ça va servir à rien. Et on peut avoir aussi également du mal à se mettre d'accord sur les bonnes manières de faire hein, avec tout le monde. Et également, on a des difficultés à capitaliser. Donc, quand vous mettez des commentaires sur une revue de code, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la revue de code, quand ça va être mergé, en fait, vous allez perdre tous vos commentaires et rebelote, il faudra recommencer des semaines qui suivent. Donc, c'est vrai que les revues de code, il y a quand même un feedback assez mitigé sur ça. Tout le monde est conscient que c'est super important et qu'il faut en faire, mais il faut trouver des formats complémentaires un petit peu pour partager cette connaissance. Un moyen de faire, donc qui est un peu plus rare que des revues de code qu'on voit pratiquement aujourd'hui dans toutes ces entreprises, c'est du pair programming. C'est de se dire on se met à deux devant du code et puis on code ensemble en fait. Donc il y a une personne sur le clavier et une personne qui est derrière et qui va dire un petit peu quoi faire. Le problème du pair programming, hein, c'est que aujourd'hui c'est assez mal compris, on va dire, par des gens qui seraient plus managers et qui seraient pas développeurs, qui nous voient un petit peu comme tiens, vous perdez en productivité, là vous êtes deux en train de faire la même tâche, etc.
alors que plein d'études ont prouvé justement que c'était super rentable de faire du pair programming, on va beaucoup plus vite. Mais ouais, il y a toujours des préjugés en fait sur la pertinence du pair programming. Pair programming, c'est quoi? C'est de la revue de code de manière synchrone. C'est quelqu'un revoit notre code mais en direct en fait. Donc c'est quand même une manière super intéressante de partager de la connaissance. Il faut aller plus loin si vous voulez vraiment éviter les bugs. Hein. C'est de faire du mob programming. Donc c'est toujours pareil, c'est une personne sur le clavier qui est en train de coder, une personne qui est derrière, qui est ce qu'on appelle le navigateur, et qui va dire un petit peu ce qu'il faut faire sur le code. Et derrière, tout un ensemble de développeurs qui sera toute équipe, qu'on va appeler de mob en fait, qui vont regarder aussi ce qui va se passer, et chaque personne va pouvoir donner un petit peu son avis sur la manière de faire. Donc vous allez peut-être avoir là-dedans un expert en sécurité, un expert en performance, etc., qui vont pouvoir vous soumettre des idées sur la manière de faire le code. Donc c'est vraiment pas mal, mais c'est quelque chose qu'on voit très rarement aujourd'hui, malheureusement, dans les entreprises. Du mob programming, c'est quand même assez rare dans les équipes dans lesquelles on est rentré. Hein. Donc c'est malheureusement quelque chose qui est quand même compliqué à mettre en place, toujours pas super bien perçu et qui pourrait prendre du temps du point de vue de certaines personnes. Il y a un format qui commence à arriver un peu plus dans les équipes. C'est un format qu'on a mis en place en fait nous depuis 2020, donc c'est quand même quelque chose d'assez récent, qui va s'appeler les ateliers craft. L'idée en fait des ateliers craft, ça va être vraiment de faire de complément des revues de code, vraiment dans l'optique de partager la connaissance sur les bonnes pratiques. Donc comment est-ce que ça marche en fait les ateliers craft? C'est quelque chose qui se fait en 4 étapes. Première idée en fait, la première chose, ça va être vraiment de sélectionner quelques fichiers récents, donc pas de fichiers legacy, on s'en fiche. On va prendre un échantillon de quelques fichiers récents. Ensuite, chaque personne de l'équipe, chaque développeur, va aller identifier sur ces fichiers des bonnes et des mauvaises pratiques, sans voir ce que les autres en fait ont identifié. Donc l'idée, c'est vraiment, on est dans notre bulle et puis on va voir qu'est-ce qui pour nous serait pertinent à améliorer, ou alors qu'est-ce qui est très bien dans ce fichier qu'on aimerait bien voir ailleurs. Donc les gens vont vraiment faire le focus là-dessus, en identifiant que quelques bonnes pratiques. Hein. On va se concentrer sur les bonnes pratiques principales au moment où on va faire cette revue. Et ensuite, on va faire une rétrospective d'atelier où, à la fin de la semaine, le vendredi par exemple, chez nous c'est tous les vendredis à 14h, on se réunit tous ensemble dans l'équipe en visio, et là, on regarde les fichiers qui ont été sélectionnés avec toutes les pratiques identifiées par tout le monde, et on en discute. Chaque personne qui a identifié un truc, en fait, va prendre la parole et va dire moi je trouve que c'est bien de mettre le constructeur comme ça et d'injecter les dépendances, par exemple, de cette manière-là, pour telle et telle raison, etc. Si l'équipe est d'accord, on valide la pratique. Si l'équipe est pas entièrement d'accord, on peut lancer ce qu'on appelle une battle. Et en fait, là, chaque développeur va pouvoir voter en disant est-ce qu'il est pour ou contre une pratique, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de se mettre d'accord sur un référentiel commun de bonnes pratiques. Et à la fin, en fait, on obtient un référentiel de bonnes pratiques qui sera partagé dans notre équipe. Donc déjà, on va aligner nos pratiques au sein de notre équipe. Mais également, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir le partager à d'autres équipes qui travailleraient sur les mêmes technos que nous. Et donc, on va pouvoir leur dire, tiens, chez nous, en React, par exemple, on écrit les composants comme ça, on utilise tel truc, etc. On gère les erreurs de cette manière-là. Et du coup, ça va pouvoir permettre de partager justement avec d'autres personnes sur ce sujet. Aujourd'hui, sur 2021, si on fait un petit peu un résumé des tendances qu'on va voir arriver, donc qui suivent un petit peu ce qui s'est passé sur 2020, ce qu'on voit, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Les linters, des outils comme SonarCube, etc., sont un peu mis de côté. Donc tout ce qui est analyse automatique du code, on les retrouve plus tant que ça en fait dans les équipes. Souvent ils sont là de manière automatique, ils vont bloquer les pull requests par exemple, etc. Mais les développeurs n'ont pas vraiment adopté ces outils, ils passent pas beaucoup de temps à les configurer, etc. Donc aujourd'hui, ça c'est notre point de vue à nous, hein, donc c'est très subjectif et ça dépend évidemment des équipes qu'on allait voir. Mais dans la plupart des équipes, en majorité, les linters sont quand même un petit peu mis de côté, malheureusement, mais c'est comme ça. Et les équipes cherchent encore vraiment ce côté, quel est le meilleur format pour qu'on puisse partager nos connaissances. Donc il y a des rétrospectives techniques qui sont organisées, il y a des ateliers, des fois le vendredi après-midi par exemple, où toute l'équipe discute librement de sujets techniques, de nouvelles technos, etc. Donc chaque entreprise fait un petit peu de manière différente. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très hétérogène entre les différentes entreprises. Donc les gens se cherchent encore un petit peu sur les meilleurs formats de partage à ce niveau-là. Il y a des nouveaux rôles qui apparaissent aussi dans les entreprises. Ça fait un petit moment, mais vous allez entendre beaucoup parler, je pense, de ce qu'on appelle donc des coachcraft. Les coachcraft, ça va être un petit peu comme les coachs agiles qui vont accompagner des équipes à mettre en place des pratiques Scrum, à
à structurer des rituels, etc. Les coachcraft, en fait, c'est des gens qui vont être un petit peu transverses, donc ils vont travailler avec plusieurs équipes en même temps, et c'est eux qui vont essayer de travailler sur ce partage de connaissances dans les équipes, qui vont leur montrer des bonnes pratiques, qui vont essayer de les aider justement à mettre en place des pratiques sur les tests, comme du TDD, du DDD, des choses comme ça. Donc vraiment des nouvelles manières de produire du code. Et c'est des gens qui aujourd'hui sont quand même assez recherchés. Hein. Si vous regardez sur Bordeaux, il y a quand même pas mal d'entreprises aujourd'hui qui cherchent des coachcraft. Et des coachcraft, il n'y en a pas beaucoup. En France, il y en a quand même vraiment une petite poignée. Donc c'est quand même un rôle assez récent, mais qui est de plus en plus demandé justement dans les entreprises. Parce qu'en fait, l'importance de ce rôle-là est quand même super important dans les équipes. Et également, alors surtout si vous êtes en école et que vous êtes bientôt en fin de cursus, hein, de plus en plus, les entreprises mettent l'accent lorsqu'elles recrutent des développeurs sur des personnes qui vont intégrer vraiment cet état d'esprit un peu craft, qui vont mettre par exemple sur leur CV, qui sont attentifs à tout ce qui se fait en clean code, tout ce qui touche aux tests, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, a plus d'importance que soit des diplômes vraiment ou des connaissances techniques sur un framework en particulier. Par exemple, on s'en fiche vraiment de savoir si la personne a déjà fait du React ou du Angular. Par contre, si elle sait faire de la clean architecture en front, si elle est très douée en clean code, si elle s'intéresse vraiment à tout ce qui se passe sur les nouvelles technos, etc., bah, c'est pas grave en fait que la personne ait jamais fait par exemple de React. Elle pourra apprendre, c'est pas grave, elle apprendra. Mais voilà, tout ce qui compte, c'est qu'elle ait de bon mindset, de bon état d'esprit. Donc voilà, j'ai terminé. Je suis désolé, j'ai peut-être débordé un petit peu. Je crois qu'il est 52. Mais en tout cas, les slides sont terminés. Donc maintenant, on peut passer à la partie questions-réponses. Si vous avez des questions, si Cédric, t'as noté Exactement, pas mal de choses. je suis là. J'étais en train de regarder parce que juste à la fin, justement, le truc de slide avait planté. Mais en fait, on a vu tous tes slides, je te rassure. Donc, on nous dit, j'ai vu que tu avais lu en fait le chat et tu répondais aux questions plus ou moins au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, tu as répondu aux questions du chat. Donc, j'ai pas fait exprès parce que j'ai pas le chat sous les yeux. Voilà, donc du coup, c'est parfait. Donc, il y a quand même des questions. Donc, est-ce qu'il existe des communautés de software craftsmanship, notamment en ligne? Ouais, il en existe plusieurs. En fait, vous avez celle sur Bordeaux, par exemple, qui est assez connue, c'est le groupe Okiwi. Ça s'écrit OKIWI. Vous avez à peu près 700 développeurs, je pense, dedans. Donc des gens qui sont freelance, des gens qui bossent dans des ESN, dans des startups, etc. Et en fait, vous avez plein de channels différents sur le groupe Slack. Vous avez un channel, je sais pas, architecture, Kotlin, Java, React, ce que vous voulez, agilité, etc. Et vous pouvez poser des questions là-dessus. Donc, c'est cette communauté est assez active. Il y en a une qui est aussi très active, qui est la communauté de Wilcom. Donc c'est écrit WEALCOME. Celle-là, elle est plus sur Paris, mais évidemment, les développeurs qui sont dessus, il y en a dans toute la France. Je crois qu'il y a à peu près 1200 développeurs sur celle-là. Et je la cite parce qu'elle est très très active. D'ailleurs, si vous voulez être productif, évitez de laisser de Slack ouvert à côté la journée parce que vous avez 3 messages à la minute. Hein. Mais en tout cas, si vous avez une question, par exemple, vous êtes en train, je sais pas, de mettre en place une architecture, vous n'êtes pas sûr de vous voulez des outils pour les tests en JavaScript ou en Java ou ce que vous voulez, ou en C, vous posez une question, vous avez une réponse dans les 5 minutes, c'est sûr. Et les réponses, en général, c'est des réponses de personnes qui sont notamment des coachcraft dans des grosses boîtes, dans des banques, etc. Donc, c'est quand même des gens qui donnent beaucoup de conférences ou de formations sur ces sujets-là. Donc, super intéressant, franchement, n'hésitez pas. Après, ouais, il y a Artisans du logiciel, je crois, en France. Il y a Software Crafters, qui est quelque chose d'américain, mais voilà, n'hésitez pas à chercher. En tout cas, il y a plein de communautés. En général, ça se traduit par des groupes Slack. Et franchement, ouais, si vous avez des questions là-dessus, c'est top. Hein. Parfait, je te remercie. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup pour Arthur? N'hésitez pas. En tout cas, merci à toi. Hein. Tout le monde est en train de dire merci, très intéressant, super présentation. Super. Voilà, donc Christophe qui essaie de poster des liens, mais le bot le défonce à chaque fois. Voilà, est-ce qu'il existe beaucoup d'outils de clean code à part Sonar, nous demande Lervo. Alors, en fait, les outils d'analyse statique de code, il en existe pas mal, effectivement. Tu as Sonar pour du ESLint, tu as ESLint par exemple pour du JS, TSLint pour du TypeScript.
CheckStyle PMD pour du Java, Rubocop pour du Ruby. Enfin, voilà, il y en a un peu pour tous les langages. Chez Promise, nous, on a développé une plateforme qui permet de centraliser des bonnes pratiques, mais c'est pas un outil d'analyse statique de code. Ça veut dire que justement, c'est pour supporter ce format d'atelier craft. Donc le but, c'est que l'équipe puisse créer des pratiques elle-même en identifiant des choses dans le code. Mais ça va être des pratiques du genre sur de nommages, d'architecture, l'utilisation de framework, l'accessibilité, etc. Donc un peu n'importe quel type de pratique, mais qui seront pas analysées automatiquement par notre plateforme en fait. Ça va être plus une plateforme pour centraliser des pratiques et pour discuter en équipe. Donc tu vois, avec la notion de battle pour se mettre d'accord, etc. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outil magique, malheureusement, pour dire est-ce que du code est de bonne qualité ou pas. Même si Sonar essaye un peu de le faire, mais comme on l'a vu, ça a un biais quand même assez important. Tout à fait, on nous dit c'est langue pour du CPP. Ouais. Bon, bah écoute Arthur, on va te libérer si tu le souhaites, hein, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. On peut y passer le week-end, on peut parler des tests, de l'archi, etc. C'est ça. Enfin, à un moment, il faut que je rende la chaîne, l'antenne dans 4 minutes, donc voilà. Hein. J'ai dit libéré, du coup, dans le chat, c'est délivré, hein, évidemment. Merci, donc plutôt un outil pour un langage, dit Lervaux. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà, on est en train de nous dire au revoir. Bon, mais merci encore à toi, Arthur. C'était top comme intervention, comme d'habitude. Merci à tout le monde, du coup, d'avoir participé, c'est top. Bah ouais. Je vais en profiter pour conclure. Si tu veux te déconnecter, tu peux, il n'y a pas de souci. Ça marche, si j'y arrive avec Discord. Si tu arrives, il y a un bouton raccroché en fait. Ah, super. Voilà. Bon, bonne soirée, bon week-end à Allez. tout le monde. Bye, merci. Donc merci à vous d'avoir suivi cette journée marathon qui était le premier Insight. Voilà, j'étais très content de présenter cette journée de conférence autour du numérique et autour du développement. Donc je me profite pour remercier Aurélien Lajoie de chez Mano Mano qui était notre premier speaker ce matin à 10h, de remercier aussi Fabien Cadieux de chez CGI qui nous a parlé de l'API Management, de remercier aussi OVH Cloud avec Horacio Gonzalez qui nous a parlé donc des Kubernetes. Donc à 14h nous avions Ubisoft avec Olivia Forni et Alex Boll qui sont venus nous parler des méthodes agiles et comment ça se passait sur des jeux comme Assassin's Creed Valhalla. L'état du marché du cloud, en fait c'était le Cloud and Beyond par les deux Pierre de chez OVH aussi, OVH Cloud, Pierre Zimb et Pierre Perronnet. Et on a terminé avec Arthur Magne donc, qui est venu nous parler du craftsmanship et vous l'avez vu. Merci à vous en tout cas. J'étais très content, je suis fatigué depuis ce matin 10h, je peux vous dire que je suis au bout de ma vie. Il me tarde que d'une chose, c'est de rentrer chez moi. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le DAB, oui, il y aura le DAB. Ouais, j'en profite aussi pour remercier Epitech Bordeaux, du coup, sans qui cet événement n'aurait pu non plus avoir lieu. On est dans les locaux d'Epitech, donc dans ce magnifique studio. Merci encore à Epitech Bordeaux et merci à Denis. Voilà, sur ce, passez un bon week-end. Ça va être le jingle et la fin. Et pour ceux qui suivent la chaîne Epitech Live, vous pouvez me retrouver dès lundi matin de 8 à 9, comme tous les matins de 8 à 9 pour le Before Work, une revue de presse que je suis sûr vous ne manquerez pas, une revue de presse high-tech et numérique. Voilà, merci encore à vous, c'était vraiment top. Ciao ciao.